que certains pays, comme la Pologne, demandent à ce que les Américains eux-mêmes déploient des armes nucléaires sur leur sol, qui puissent être utilisées, on appelle ça sous double clé. Ça vous inquiète Est-ce qu'il faut voir ça comme une escalade nucléaire pour le coup, ou comme une préparation à une potentielle escalade nucléaire? Ce qui est inquiétant, c'est que toute l'architecture de contrôle des armements nucléaires qui avait été mise en place patiemment à la fin de la guerre froide, les accords SALT, etc., de dénucléarisation. Oui, de nucléarisation aussi, de réduction des armements, tout ça a volé en éclats. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Le dernier traité qui était encore en vigueur, c'était le traité New Start, qui limitait le nombre d'armes nucléaires en Russie et aux États-Unis. Ce traité est désormais suspendu. Donc actuellement, il n'y a plus rien qui limite, en tout cas, la construction, la fabrication, la mise en place, le développement d'armes nucléaires. C'est un grand retour en arrière. La contre-offensive ukrainienne qui serait imminente, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? Est-ce que vraiment ça peut être décisif? Et qu'est-ce qui pourrait faire basculer cette guerre? Alors, les Ukrainiens ont toujours comme objectif stratégique de libérer leur territoire de toute présence russe. Et pour faire atteindre cet objectif stratégique, ils ont pas d'autre solution que de lancer des grandes offensives. Il ne faut pas grignoter le front, et ça prendrait des années pour atteindre cet objectif. Non, il faut qu'ils cassent le front, il faut qu'ils percent, il faut qu'ils obtiennent. Il ne s'agit pas de gagner mètre par mètre, non, il faut un énorme coup. Il faut que dans l'année qui vient, il y a une date butoir qui est quand même à laquelle tout le monde pense, ce sont les élections américaines. Les élections américaines, si les Américains sont le soutien principal de l'Ukraine, si aux États-Unis l'opinion bascule, qu'on change de pouvoir et que cette aide seul coup se réduit, voire se termine, la guerre sera peut-être perdue définitivement pour l'Ukraine. Ou en tout cas, ils ne pourront plus faire grand-chose à partir de ce moment-là. Donc en gros, ils ont un an pour atteindre leur objectif stratégique. Pour ça, il faut qu'ils aient de grandes victoires. Il faut qu'ils percent le front, qu'ils aillent, s'ils percent dans la région de Zaporizhia, dans le sud, il faut qu'ils aillent jusqu'à la ville de Melitopol, il faut qu'ils cassent le front. Ils peuvent pas faire les choses à moitié. Oui, il faut de grandes victoires. Sachant que même si cette opération réussit, même si c'est une grande victoire, ce ne sera pas décisif, à moins que la mer russe s'effondre d'un coup, mais ce qui est quand même peu probable, il faudra renouveler l'expérience. Donc il faut multiplier ces attaques. Quand vous nous dites ça, quand vous nous dites qu'il leur reste un an, en gros c'est jusqu'en novembre 2024, c'est-à-dire la date des élections américaines, ça veut dire que cette guerre n'est pas du tout prête de se terminer. Ah non, probablement pas. Non, on n'est pas. Les conditions pour un arrêt du conflit ne sont pas du tout. Et quand on dit imminente pour cette contre-offensive, en réalité, l'acception du mot imminente, elle est assez large. Oui, elle est assez floue, évidemment. Encore une fois, il y a le temps, le temps stratégique. Il faut que les Ukrainiens obtiennent des résultats décisifs assez rapidement. Il y a l'élection américaine, mais il y a aussi le fait que simplement que l'Ukraine est un pays sous pression, qui est un pays exempt, ravagé, qui est ruiné, qui n'a pas forcément la possibilité de mener une guerre de cette intensité, en tout cas, pendant très longtemps. Et en même temps, il y a le temps tactique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... cette opération, elle est extrêmement importante. Si elle réussit, on l'a dit, il faut qu'elle réussisse et ce ne sera pas suffisant. Qu'est-ce qui pourrait être suffisant? Qu'est-ce qui pourrait véritablement... c'est-à-dire que si on en croit ce que vous dites sur des vraies grandes ouvertures dans le front, qu'est-ce qui ferait qu'à un moment ça basculerait? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait dire qu'il y a un vainqueur, un vaincu? Il y a un vainqueur, un vaincu lorsqu'il y a quelqu'un qui se déclare vaincu et qui estime que le combat qui vient ne sert plus à rien et qu'on est dans une situation de sacrifice inutile. On n'en est pas encore là. Vous dites dans la conclusion de votre livre, Zelensky veut tout reprendre, Poutine ne veut rien lâcher. Oui. C'est ce qui constitue l'impasse actuelle. Oui, bien sûr. Là, actuellement, mais il n'y a pas de raison que ça change. Oui, il n'y a pas de raison. Alors après, maintenant, si par exemple cette offensive ukrainienne échoue, elle échoue complètement, on n'arrive pas à percer, là, il y aura forcément quand même un doute qui va s'installer. Si on s'aperçoit que les Ukrainiens sont incapables d'atteindre leur objectif, de libérer complètement le territoire, oui, il faudra peut-être réviser à ce moment-là les objectifs stratégiques. On continue à se battre tant qu'on a la perception que le sacrifice est utile, le sacrifice du jour est mais l'Ukraine peut utile. Perdre. Et mais l'Ukraine peut perdre. Espoir que ça peut faire quelque chose. L'Ukraine peut perdre. L'Ukraine, oui, bien sûr, peut perdre. Après, vous savez, alors, pardon pour cette métaphore un peu sportive, mais la Russie, pour l'instant, gagne au score. Elle a conquis une partie du territoire ukrainien. Si la guerre s'arrête aujourd'hui, Vladimir Poutine peut
peut se proclamer vainqueur. On est très loin de ce qu'il voulait faire, mais il peut dire, voilà, on a libéré le territoire, on a sauvé la Donbass d'une offensive, hypothétique offensive ukrainienne, on a annexé, on a libéré des provinces russophones du sud, etc., etc. Donc ça pourrait être effectivement une base de négociation, voire de paix actuellement. La guerre ukrainienne, officiellement, c'est pas une guerre européenne. En tout cas, c'est pas une guerre qui mêle les États européens de manière ouverte ou assumée. Pour autant, 13 fois dans la loi de programmation militaire française, l'expression guerre en Ukraine revient. Et c'est bien face à cette menace, face à cette réalité de la guerre en Ukraine, que le gouvernement justifie désormais de monter très nettement l'effort de participation militaire, en renseignement militaire, en armement, le futur porte-avions. Et pour autant, Michel Goya, quand on vous lit et quand on vous écoute, cet effort considéré comme sans précédent n'est pas à la hauteur, ça n'est qu'un rattrapage. Oui, très clairement. Alors d'abord, on a une loi de programmation qui est sur le papier, 413 milliards d'euros, ça paraît très imposant. En réalité, c'est sur 7 ans. C'est-à-dire que ça va 3 ans au-delà du mandat de Macron. Donc en réalité, on est dans l'inconnu complet. Il aurait été plus réaliste. Et c'est crescendo. C'est-à-dire qu'en fait, il garde la partie où ils doivent vraiment faire un gros effort financier, justement pour ces années de la fin où ils ne seront pas forcément aux manettes. Il y a 200 milliards prévus pour les 4 ans qui restent du mandat, et puis 200 milliards Il faudrait mettre tout de suite de l'argent sur la table. C'est-à-dire qu'il faudrait faire l'effort immédiatement et ne pas le repousser à dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Oui, probablement. Mais alors, il y a un effort qui est fait, incontestablement, qui est fait déjà depuis un certain nombre d'années, en réalité depuis 2015. Il faut bien comprendre que le problème majeur des armées françaises, c'est pas forcément de s'adapter au contexte international, c'est de rattraper la crise dans laquelle on a été plongé pendant 25 ans. C'est-à-dire que de 1990 à 2015, on a réduit considérablement les moyens des armées. On a économisé des centaines de milliards d'euros sur le budget des armées. Voilà, tout simplement. Mais le résultat, c'est qu'on manque de munitions. On manque de tout. Le mot qui apparaît le plus dans la loi de programmation, enfin dans le projet de loi, c'est le mot cohérence. C'est-à-dire concrètement, cette loi, il y a 3 aspects. D'abord, on continue à se rééquiper, de se moderniser et de rattraper en réalité. On va dire que 80% de cet effort, c'est ça. C'est du rattrapage. C'est du rattrapage. Quand j'ai ouvert la loi de projet de loi, je suis allé tout de suite voir ce qui est demandé aux armées, le contrat opérationnel. On dit voilà ce que vous devez être capable de faire, être capable de déployer sur le terrain. On s'aperçoit que ce qu'on demande de faire en 2030, c'est toujours la même chose que ce qu'on demande de faire en 2013, depuis 2013. On ne saura pas faire plus, on n'aura pas les moyens de faire plus. Donc on est toujours en train de rattraper un désastre, tout simplement. Et puis le deuxième axe, c'est le mot qui apparaît le plus, je dis, c'est cohérence. Cohérence, ça veut dire, très concret, c'est un euphémisme pour dire qu'on s'est aperçu qu'on avait plein de lacunes, et c'est là que la guerre en Ukraine est importante. On résout les problèmes que lorsqu'on les voit, finalement. On savait qu'on manquait de plein de choses, mais là, on se dit, on est bien obligé d'essayer de résoudre ces problèmes. On s'est aperçu qu'à faire la guerre, il faut des obus. Bon, on n'en avait plus. Donc on va dépenser 16 milliards d'euros pour se rééquiper en munitions, qu'il nous manquait telle chose, qu'il nous manquait, etc. Donc là aussi, on fait du rattrapage, de l'adaptation. Et puis il y a un troisième aspect où effectivement on investit un petit peu dans certains domaines un peu modernes, un peu nouveaux. Un peu, comme vous dites. On explore. Michel Goya, vous parlez donc de désastre. On manque de tout. Cette loi de programmation militaire qui, je le disais, est encore en discussion à l'Assemblée. Merci à vous. Je recommande la lecture de votre livre « L'ours et le renard ». C'est publié aux éditions Perrin.